Bonsoir et bienvenue dans les débats de la présidentielle avec ce soir une question essentielle. Pour rendre les entreprises plus compétitives, jusqu'où les salariés français vont-ils devoir faire des sacrifices? Faut-il revenir sur les 35 heures, rendre le travail plus flexible, accepter des réductions de salaire? Comment peut-on fabriquer français? Voilà beaucoup de questions et deux invités pour y répondre. Bonsoir Yves Cochet, bonsoir. Vous êtes député européen d'Europe Écologie Les Verts et vous prenez une réduction spectaculaire du temps de travail. On en reparlera tout à l'heure. Face à vous, Robert Rochefort, bonsoir également. Bonsoir. Vous aussi, vous êtes député européen et vice-président du MoDem et vous faites partie de l'équipe de campagne de François Bayrou. Et puis, pour vous interroger à mes côtés, comme chaque semaine, Gilles Leclerc de Public Sénat et Luc Bronner du Monde. La défense donc de l'emploi, thème de campagne de presque tous les candidats. Beaucoup mettent en avant une augmentation du temps de travail, mais du côté des écologistes, on dit l'inverse, on défend les 32 heures. Et puis Yves Cochet, vous allez même, vous, un petit peu plus loin, vous parlez, si je ne me trompe pas, des 28 heures de travail. Alors 28 heures, est-ce que c'est très raisonnable ça ? Je parle surtout de la semaine de 4 jours avec les 32 heures qui sont dans le programme officiel de Eva Joly. Et on regarde, il y a eu, vous savez, une sorte d'enquête de Rexecode il y a quelques jours, qui disait finalement les Français sont ceux qui travaillent le moins en Europe. C'est faux. Si on regarde les statistiques de l'OCDE, de l'INSEE même, en fait, le temps de travail annuel, eh bien, il est supérieur en France à celui de l'Allemagne, à celui de la Belgique, à celui des Pays-Bas, à celui de la Suède, à celui de la Finlande. Mais vous, Yves Cochet, si vous voulez, si vous voulez que les Français travaillent moins, travaillent 32 heures, voire 28 heures, c'est votre proposition, 28 heures, je ne me trompe pas. Les Français seront effectivement les personnes qui travailleront le moins en Europe. Le problème c'est le chômage et c'est l'intensité et le stress au travail. C'est ça le problème. Alors, pour réduire le chômage, on est près de 10% actuellement. Eh bien, il y a une chose qui a marché avec les lois Aubry en 98-99, c'est en effet la réduction du temps de travail, les fameuses RTT. Nous proposons de continuer dans cette voie, dans la mesure où, dans tous les pays de l'OCDE depuis 60 ans, on réduit de 25% leur temps de travail dans tous les pays. Et ça n'a fait qu'améliorer la vie des gens. Car ce qui compte, c'est bien sûr l'intégration au travail. Moi, je préfère 5% de chômeurs ou moins, plutôt que actuellement les 35 heures, qui en fait sont 41 heures à cause de ces heures supplémentaires que nous récusons. Alors, Robert Rochefort, les 35 heures, sans même parler des 32 heures ou des 28 heures d'Yves Cochet, mais déjà les 35 heures au MoDem, quelle est votre position dessus? On n'a pas l'impression que ce soit absolument très clair. Ah bah si, je vais vous dire que c'est très clair. Super. Nous ne considérons pas que le bilan des 35 heures est un bon bilan. Pour une raison très simple, c'est que, et je pense que tous ceux qui nous voient et qui nous écoutent l'ont vécu, c'est qu'en pratique, on a demandé aux salariés la plupart du temps de faire la même chose que ce qu'ils faisaient avant en 35 heures. Si bien qu'on a accentué le stress au travail et on a créé ce que l'on peut appeler, pour aller vite, une trappe à l'inactivité. C'est-à-dire tous les salariés qui ne pouvaient pas faire en 35 heures ce qu'ils devaient faire en 39 heures se sont retrouvés exclus de l'emploi, sauf dans certains cas. Et donc finalement, on a fait quelque chose qui a été le contraire de ce qu'on souhaitait. Alors notre proposition n'est pas de balayer les 35 heures comme ça en disant ça n'existe plus, il faut revenir en arrière ou bien imposer je ne sais quoi la semaine de 37 heures, etc. Notre proposition est de permettre simplement que là où c'est possible, là où c'est souhaitable, dans les entreprises, par une négociation entre partenaires sociaux, avec les représentants du personnel et les représentants des patrons, donc, quand c'est nécessaire, se mettent en place, si c'est nécessaire, des accords qui puissent aller jusqu'à l'augmentation du temps de travail. Pour bien comprendre, ça veut dire qu'il y aurait des endroits où on pourrait travailler beaucoup plus et d'autres endroits où on peut travailler moins, c'est ça ? Si les partenaires sont d'accord, c'est quelque chose qui peut effectivement être envisagé, négocié. J'en profite pour dire qu'en aucun cas, par rapport au titre de l'émission de ce soir, en aucun cas nous souhaitons qu'il y ait une régression des droits sociaux. Et même en contrepartie de ce que je viens de vous dire, ce que François Bayrou propose, c'est que désormais les représentants du personnel au conseil d'administration des entreprises aient le droit de vote. C'est-à-dire qu'il ne soit plus uniquement, comme c'est le cas aujourd'hui pour les représentants des comités d'entreprise, avec voix consultative. Qu'ils aient le droit de vote, c'est-à-dire que ce que je viens de vous dire soit un vrai pari de responsabilité partagée entre les partenaires sociaux. Juste une question, et puis on cédera la parole ensuite à Gilles Leclerc de Public Sénat. Les 32 heures proposées par les écologistes et les 28 heures même proposées par Yves Cochet,
Vous, ça vous fait sourire? Vous dites c'est irréaliste? Écoutez, je trouve que c'est une idée utopique amusante et intéressante. Pas plus que les 35 heures en 98. Mais la raison pour laquelle je n'y crois pas, c'est d'abord parce que je vous ai expliqué pourquoi je considérais que les 35 heures n'étaient pas une bonne formule. Et puis, je ne veux pas du tout polémiquer avec Yves Cochet, mais la France travaille moins que les autres pays. Non. Est-ce que je peux, Ça, c'est le baratin du patronat. Est-ce que je peux terminer? Oui. La France travaille moins pour une raison qui est liée non pas à la durée hebdomadaire, mais qui est liée à la durée sur l'année et surtout à la durée sur la vie. C'est-à-dire que nous sommes un des pays où nous rentrons le plus tard sur le travail et où nous partons le plus tôt, malheureusement, parce que les entreprises ont mis à la porte les seniors. Donc la quantité de richesse produite par un travailleur français sur sa vie, et c'est ça qui compte. La productivité d'une économie, c'est sur l'ensemble de la vie. Et là, on n'est pas bon. Donc il faut qu'on ait... Il faut qu'on ait, vous répondre quand même. Il faut qu'on ait. Je voudrais juste terminer en disant simplement cette chose-là. S'il y a autant de chômeurs qu'il y en a en France, et si ça correspond à un coût qui est payé par l'ensemble des salariés sur leur fiche de paye avec des cotisations chômage qui progressent. Et comme vous le savez, on avait annoncé, si vous vous en souvenez, il y a 10 ans que le chômage allait disparaître par une espèce d'effet magique à cause du vieillissement démographique. Il n'en a rien été. Le chômage a presque disparu en Allemagne. Chez nous, comme vous le savez, il atteint aujourd'hui son record depuis 12 ans. On va vraiment laisser Yves Cochet vous répondre. Alors, est-ce que vous êtes un utopiste avec votre idée de réduction du temps de travail encore plus loin que les 35 heures? Non, nous ne sommes pas utopiques. D'abord, nous avons quand même des enquêtes sur ce qui s'est passé au moment des 2 lois Aubry. Et d'après la CFDT, par exemple, eh bien, l'effet un peu arithmétique, mais c'est quand même un effet sur le chômage, ça a été de baisser le nombre de chômeurs de 350 000, simplement parce qu'on a partagé le travail. D'autre part, lorsqu'il y a une... Vous savez que c'est pas vrai ce chiffre. Parce que vous savez que dans les entreprises, Ouais. on a fait passer en emploi 35 heures toutes les embauches pour pouvoir toucher les primes 35 heures. Donc ce chiffre est un chiffre qui ne correspond pas à la réalité. C'est un chiffre statistique, mais c'est pas un chiffre réel. Il y a quand même une certaine augmentation de l'emploi grâce aux 35 heures, mais pas les 350 000. Question de Gilles Leclerc de Public Sénat. Est-ce que vous admettez l'un et l'autre que pour redresser le pays, l'idée de sacrifice, à condition que ce soit justement réparti, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que l'opinion publique peut entendre? Et est-ce que vous êtes d'accord l'un et l'autre sur cette notion ou pas du tout? Des sacrifices, et si oui, nous ne sommes pas dans une logique sacrificielle au nom de l'économie, de la compétitivité, mais peut-être de l'emploi. Alors, l'économie, la compétitivité, il n'y a pas que ça dans la vie. La vie bonne, et même la vie heureuse, et même la prospérité d'un pays, donc j'inclus l'économie là-dedans, c'est le fait qu'il puisse y avoir, autrement que dans le travail, des aménités, des compensations, une bonne vie. On vit aussi pour la musique, la méditation, le sport, l'amour, etc. Deuxième chose, en ce qui concerne le temps de travail, nous prétendons que moins de stress, c'est plus de productivité au travail. Donc le problème n'est pas de savoir si on travaille autant ou plus que les Allemands, par exemple. On travaille moins en Allemagne et plus en France. C'est le fait que lorsqu'on est au travail, on est quelqu'un de sain, en bonne santé et qu'on aime son travail. Et c'est ça. Et en plus, on fait baisser le chômage. Moi, je préfère encore une fois un chômage à moins de 5%. Quand on travaille 28 heures ou 32 heures, pour qu'on comprenne bien, on continue à être payé 35 heures ou pas? Non, alors, pour ce qui concerne les 32 heures, puisque ça, c'est le programme officiel des Bajoli, on continue à être payé pour les gens qui sont inférieurs à 1,3 SMIC. Et après, donc le SMIC entièrement, bien sûr, et après, c'est en sifflet. À partir de 1,3, on baisse les salaires, oui. Il y a en effet un rapprochement, on veut dire un tassement des revenus. Et alors, les plus gros revenus sont également assez contribués. Est-ce qu'il faut des sacrifices, Robert Rochefort, pour rendre les entreprises plus compétitives et lesquelles? S'il faut des sacrifices aujourd'hui, on doit les demander aux catégories les plus aisées. C'est elles qui aujourd'hui doivent faire des sacrifices. Donc Attendez. Nous sommes pour une création d'une tranche d'impôt sur le revenu à 50%, ce qui est quand même quelque chose qui, je crois, est à dire. Alors, maintenant, non, le sacrifice, non. Je suis désolé, je ne suis pas non plus sur une logique sacrificielle. Par contre, que vous parliez d'efforts, la réponse est oui. Mais les efforts, où faut-il aujourd'hui principalement les faire? Il faut les faire sur la dette publique. Les aides sociales qui existent aujourd'hui, on les laisse telles quelles pour vous? Non, attendez. C'est pas en touchant aux aides sociales, alors que le chômage progresse et que la pauvreté progresse, parce que je vous rappelle que dans les chiffres de progression du chômage,
Celui qui, pour moi, est le plus important, c'est le nombre de gens qui sont au chômage depuis plus de 3 ans, le chômage de très longue durée. Ce nombre de personnes a progressé de 30% en un an. Alors les efforts, il faut essentiellement les faire sur la question de la dette, parce que la dette publique est quelque chose. Eh bien, nous proposons qu'il y ait 50 milliards de ressources nouvelles sous forme de fiscalité dans les 3 ans qui viennent, et nous proposons de faire 50 milliards d'économies sur l'ensemble des dépenses de l'État, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale, mais ça ne veut dire en aucun cas qu'il faut baisser les salaires, c'est absolument pas ça que ça veut dire. Et nous voulons, ça c'est le but qu'il faut atteindre, comment on y arrive, et à partir de quel niveau par exemple, vous dites voilà, les Français qui gagnent tant, eh bien on va augmenter leurs impôts. Je vous ai répondu, c'est les tranches d'impôt sur le revenu à 45 à 50%, donc je vous ai répondu. Il faut ensuite mettre le curseur, excusez-moi, je n'ai pas aujourd'hui la réponse sur le curseur, mais ceux qui sont en tout cas en dessous des 41% aujourd'hui savent qu'ils ne seront pas concernés par ces nouvelles tranches. Maintenant, comment on fait? Non, vous savez très bien que dans notre proposition et dans les propositions de François Bayrou, le mot-clé pour nous, c'est le fait de refonder de la production en France, c'est-à-dire de faire en sorte que... Et d'ailleurs, quand je fais des débats avec un certain nombre de gens d'Europe Écologie Les Verts, sur l'idée par exemple de relocaliser, ils sont d'accord. Alors, Yves Cochet, sur ce point, vous êtes d'accord pour relocaliser, même si on y reviendra dans la deuxième partie de ce débat. Juste d'un mot, est-ce que vous êtes d'accord pour relocaliser et quel type d'activité on relocalise? Bien sûr. Alors, il y a d'abord des activités qui sont non délocalisables, c'est toutes celles qui concernent ce qu'on peut appeler l'économie verte, c'est-à-dire le bâtiment, c'est-à-dire l'aide aux personnes, et c'est-à-dire les emplois, disons, de type agricole ou nouvelles technologies appliquées, au sens on les met en œuvre localement. Et là-dessus, nous pensons que dans une mandature, une législature, ça peut faire 600 000 emplois, et jusqu'en 2020, ça peut faire jusqu'à 1 million d'emplois. Donc c'est énormément. Donc la moitié en gros dans le service, dans les services sociaux, les services aux personnes, et l'autre moitié un peu plus dans ce qu'on appelle l'économie verte, c'est-à-dire les économies d'énergie, les renouvelables, l'agriculture bio et les emplois du bâtiment. Alors, à ce stade du débat, eh bien, pour élargir notre réflexion, je vous propose d'écouter un économiste. Il est professeur à l'École supérieure de commerce de Paris. C'est Jean-Marc Daniel et il répond à Baptiste Etchegaray. On peut dire que la protection sociale est d'une certaine façon l'ennemi de l'emploi parce qu'elle a un coût et que ce coût dérive beaucoup plus vite que les capacités de production de la société. C'est-à-dire que si vous regardez l'évolution des dépenses publiques, en France on a des dépenses publiques qui représentent plus de la moitié de la production et cette dérive depuis une trentaine d'années est liée quasi exclusivement à l'augmentation de la protection sociale, des prestations sociales. Les prestations sociales qui représentaient à la fin des années 70 environ 18% de la production représentent maintenant 23 à 24% de la production. Et donc cet alourdissement de l'État-providence est fait au détriment effectivement des capacités d'investissement de la société. Donc la question que doit se poser la société, c'est est-ce que finalement c'est normal d'avoir un État-providence de plus en plus généreux, ce qui impose des sacrifices, éventuellement même des sacrifices dans le futur, puisqu'on investit moins, donc on aura un peu moins de croissance dans le futur, ou est-ce qu'il ne faut pas se poser la question de savoir si finalement cet État-providence est mal géré, mal conçu et d'une certaine façon trop généreux? Alors on vient de l'entendre, comment financer notre système de protection sociale, c'est bien toute la question, c'est tout l'enjeu aussi de la campagne électorale. Et sur ce point, question de Luc Bronner du Monde. Question pour tous les deux. On voit que l'Allemagne obtient de très bons résultats sur le plan du chômage, de la croissance. L'Allemagne a conservé son triple A, obtient des résultats en termes de commerce extérieur qui sont incomparables avec la France. Pourquoi l'Allemagne réussit là où la France échoue? Et question subsidiaire, faut-il copier le modèle allemand pour réussir? Yves Cochet? Alors, la structure économique et même sociale de l'Allemagne n'est pas du tout la même que celle de la France. D'une part, c'est un pays fédéral, décentralisé. Je souhaite que la France soit fédérale. Et c'est ce que nous proposons à Europe Écologie Les Verts, dans une Europe fédérale aussi d'ailleurs. Ça, sans doute, résoudrait un certain nombre de problèmes actuels, notamment la dette. La deuxième chose, c'est que, bien sûr, l'Allemagne est excellente dans les PME, PMI et à l'exportation. Et la troisième chose, c'est qu'il y a beaucoup de travail partiel en Allemagne, à peu près le double de celui qui est en France, du travail partiel choisi, qui permet justement d'associer tout le monde. Donc il y a moins de chômage parce qu'il y a des travailleurs partiels. Nous sommes favorables à ça, il en est le même des Pays-Bas et de la plupart des pays du Nord, mais il n'y a pas moins de protection sociale. Il faut bien voir que
ce que vient de dire M. Daniel est faux. Dans les pays du Nord notamment, au contraire, l'État-providence est très présent, mais la dynamique économique est meilleure parce que la structure même, y compris aidée par l'État, n'est pas la même qu'en France. On va demander à Robert Alors, Rochefort pourquoi, compléter. selon lui, l'Allemagne Je vais est en compléter. tête. Je vais compléter. Je suis d'accord avec beaucoup de choses que vient de dire Yves Cochet, mais il y a une chose qui n'a pas été dite et qui est essentielle, c'est que l'Allemagne a su jouer la qualité et la confiance dans sa production. C'est-à-dire que ce que l'Allemagne a fait pour les consommateurs, pour les besoins de tous les jours, ce sont des choses de très grande qualité. Et finalement, l'un des problèmes de l'industrie française, c'est que nous sommes restés sur ce qu'on appelle le milieu de gamme, là où le bas de gamme est parti en délocalisation en Chine, et là où le haut de gamme nous a échappé, parce qu'effectivement, les Allemands ont occupé ce haut de gamme. Ce qui me permet de dire au passage que dans les relocalisations, moi ce que je rajoute, et ce que nous rajoutons au mouvement démocrate et derrière François Bayrou, c'est que nous pensons que c'est aussi l'emploi industriel qu'il faut relocaliser. C'est pas que les emplois verts et que les emplois de services. Nous pensons qu'il y est possible, comme c'est le cas en Italie par exemple, parce que l'Allemagne n'est pas un modèle en soi, il y a aussi l'Italie, il est possible de refabriquer de l'électroménager, il est possible de fabriquer du textile. Comment vous faites face à la concurrence de la Chine, des pays du Maghreb ou Alors, de l'Europe on de le l'Est qui fait. bénéficient de coûts du travail bien plus faibles qu'en On le France? fait en jouant la qualité et le haut de gamme, parce que quand vous parlez, par exemple, du coût du travail en Chine, il est effectivement aussi beaucoup moins cher que le coût du travail en Allemagne. Pourquoi ça marche en Allemagne? Et pourquoi en Italie, il y a encore des usines de confection? Pourquoi y a-t-il de l'électroménager alors que le coût du travail italien, il est un peu moins cher que le coût du travail français, mais par rapport au coût du travail chinois, il n'y a aucune comparaison possible. Donc c'est dans cette direction qu'il faut aller. Alors pour l'Allemagne, permettez-moi de dire un élément politique juste quand même. une question. Est-ce que vous Oui. pensez sérieusement qu'on peut imaginer que demain, il y a à nouveau des entreprises en France qui fabriquent des vêtements, qui fabriquent des chaussures, si on ne met pas de taxes, par exemple, à l'entrée de l'Europe ou bien à l'entrée de la France? Attendez. Nous sommes Il d'accord avec ceci. faut. Nous ne sommes pas protectionnistes. Le protectionnisme est une impasse, ne serait-ce que parce que il y a, on peut mettre il de y la a des TVA aux millions, frontières de l'Europe, il y a quand des même. millions il y a des millions de travailleurs en France qui produisent pour l'exportation. La France est un grand pays d'exportation. En revanche, est-ce qu'il faut que nous arrêtions, nous les Européens, à être d'une naïveté absolue et à considérer que parce qu'il y a ce qu'on appelle des pays grands émergents, c'est-à-dire des pays comme la Chine, où on considère qu'ils ne sont pas encore sortis du sous-développement, ce qui est vrai pour l'immense majorité de la population, et que du coup on les autorise à avoir, eux, des mesures protectionnistes, alors que nous n'en avons pas, la réponse est non. Alors, Il on faut va, une symétrie Robert, et une parité une des situations symétrie entre les et différentes une- zones du monde, et que l'Europe ne soit pas naïve, ça c'est évident. Symétrie et parité, on va laisser la parole à Yves Cochet qui parle un petit peu moins que vous dans ce débat, je suis Robert désolé. Rochefort. Donc Yves Cochet, à quoi ça ressemblerait ces taxes aux frontières de l'Europe par exemple? Eh bien, aux frontières de l'Europe, on peut appeler ça des TVA, disant qu'il pourrait y avoir une sociotaxe et une pollutaxe. Je préfère plutôt que le mot écotaxe, qui veut dire que... Alors c'est quoi une sociotaxe? Eh bien, ça consiste à comparer les systèmes sociaux dans les pays européens qui ne sont pas encore tout à fait homogènes, avec des pays, notamment les émergents ou d'autres, et à tenir compte de ces comparaisons, et de même dans la manière environnementale. Si les normes, évidemment, sociales sont beaucoup plus fortes en Europe, et les normes environnementales aussi, vous ne pouvez pas avoir, disons, de compétition équitable avec les pays de l'Est ou les pays de l'Afrique ou les pays d'Amérique du Sud. Ce sociotaxe de la TVA sociale proposée par Non, Nicolas ça n'a rien à Sarkozy. voir, ça. La TVA sociale, nous, on est contre. C'est quoi la différence? C'est une augmentation de la TVA de toute façon. Non, ce que oui, vous mais là, proposez. c'est aux frontières de l'Europe avec des gens. Moi, je dis aux consommateurs français, Robert Rochefort connaît bien les consommateurs, qu'on ne peut pas avoir les chemises et puis l'électroménager, disons, de la Chine avec les mêmes protections sociales que celles de la Chine et les mêmes protections environnementales. Si on veut avoir un niveau de protection qui est bon, qui est solidaire, qui est équitable, qui est écologique, à ce moment-là, il faut se protéger par des taxes ou par des contingents. Avec la TVA sociale de Nicolas Sarkozy, de façon Ouais, très concrète. Là, c'est uniquement en France. Et c'est en fait pour dire, il y a cette illusion que en ce qu'ils appellent alléger les charges des entreprises, on va créer de l'emploi. D'abord, c'est pas des charges, c'est des cotisations. Ça fait partie de la solidarité. Et pratiquement, ça n'a jamais rien fait. Il y a 3 journalistes français qui viennent de sortir un livre. Ce sont 3 journalistes spécialisés dans l'économie, dont un d'ailleurs qui appartient au Monde, et qui font une proposition justement d'un système de taxes. Ils disent le problème, c'est que dans les pays émergents, la productivité a bondi absolument, mais les salaires, eux, n'ont pas bondi. Et les salaires là-bas vont beaucoup moins vite que la productivité. Et donc, il faudrait établir cette taxe sur ce rapport entre productivité qui monte dans ces pays émergents et salaires qui ne montent pas assez vite. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, Robert Je ne Rochefort? suis pas d'accord avec cette idée parce que c'est une idée
qui n'a pas d'objectivité, comme à la limite un certain nombre d'idées qui consistent à dire qu'il faut qu'il y ait ce que j'appellerais moi plutôt des normes sociales et environnementales qui servent, comment dire, à établir des choses. De même que, par exemple, je pense qu'il y a quelque chose qui est scandaleux et qui n'est pas pris en compte, c'est si ces produits envahissent l'Europe, c'est parce que le coût de transport de ces produits est un coût qui n'intègre aucune décharge. Vous savez que tous ces porte-containers, vous parliez de livres, il y a un livre très intéressant qui est sorti il n'y a pas longtemps qui dit « Le container a changé le monde ». Le vrai produit qui a changé le monde, c'est le container, c'est-à-dire le fait de pouvoir transporter comme ça, sans avoir de taxes sur le carburant qui est utilisé par ces bateaux, sans avoir de normes sociales sur les équipages qui travaillent sur ces bateaux, et même d'ailleurs avec la France, qui a trouvé, pour être à la hauteur, qui a trouvé moyen de créer un pavillon de complaisance pour que ses propres bateaux puissent ne pas avoir le droit social. Nous ne souhaitons pas de taxes. Alors, ce que vous souhaitez, si j'ai bien compris, ce que vous venez de nous dire, c'est qu'il faut faire attention à ce qui se passe là-bas. On n'est pas une concurrence déloyale, mais nous, on ne va pas mettre de taxes. Je vais vous donner un exemple. Il y avait des quotas sur le textile chinois. L'Europe a décidé, il y a peu de temps, il y a 3 ou 4 ans, de supprimer les quotas sur les textiles chinois. Les textiles chinois ont envahi l'Europe. Est-ce que vous savez qu'en France, du coup, les importateurs de textiles ont eu une baisse de l'ordre des 2/3 de leur prix, puisqu'ils ont récupéré du textile très très peu cher. Le consommateur n'a vu aucune baisse des prix. Tout ça a été intégré, comment dire, par les intermédiaires dans la filière. Dans la filière. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a différents types de formules. Ça peut être des quotas, ça peut être des taxes, mais en tout cas pas tellement votre système qui est un système que je trouve un peu qui a été exposé dans un livre que je trouve un peu dangereux parce que il consiste quelque part à ne pas être si incitatif que ça au fait que les gains de productivité, on les encourage, parce que les gains de productivité, c'est quand même ce qui fait gagner de la richesse dans des pays. Question rapide pour tous les deux. Yves Cochet, du côté du Modem, on a une idée, c'est ce label fabriqué en France qu'on mettrait sur tous les produits, si j'ai bien entendu. Ceux qui le veulent, ceux qui le veulent, bien évidemment. Et donc les consommateurs, c'est en tout cas l'idée, si j'ai bien compris, les consommateurs pourront choisir même un produit français qui coûterait un petit peu plus cher, mais il y aurait le label France, ce serait un acte de patriotisme, il faut l'appeler comme ça. Parce que nous espérons que les industriels français auront l'intelligence de vendre des produits de meilleure qualité avec ce label. Qu'est-ce que vous pensez, Yves Cochet, de ce label? Mais nous en sommes d'accord. Nous en sommes d'accord. Ça fait partie de la relocalisation de l'économie et du fait que, évidemment, pour des produits ou des services égaux, mieux vaut que ça soit produit ou proposé en France qu'ailleurs. Nous, on en a marre des merdes chinoises en plastique qu'on offre à nos enfants à Noël. Et donc, on préfère avoir des jouets en bois qui viennent du Jura. Et vous pensez que les consommateurs, mais ça vous connaissez parfaitement cette question, Robert Rochefort, et question à tous les deux très rapide, vous pensez que les consommateurs, entre deux produits à peu près identiques, l'un fabriqué en France, l'autre fabriqué par exemple en Chine, celui fabriqué en France un peu plus cher, vont aller choisir le produit français pour soutenir notre économie? Je vais d'abord vous dire la chose fondamentale, c'est qu'il faut que les consommateurs français arrêtent d'avoir, une sorte de dédain pour les produits français en considérant que les produits allemands, par contre, ils sont géniaux. Donc la première des choses, c'est tout simplement que nous-mêmes, nous reprenions confiance dans notre propre production. Comme le disait Yves Cochet, que les jeux en bois du Jura, on considère que c'est pas quelque chose de ringard par rapport. C'est pas une question de pénalisation. Non mais de l'autre côté, avec des taxes dans les autres pays. Lorsque Nicolas Sarkozy est arrivé, il y a eu cette dramatique. loi de modernisation économique qui a consisté à dire, pour défendre les catégories sociales populaires, on va ouvrir des hypermarchés de discount et super discount partout, parce qu'en Allemagne, il y en a plus que chez nous. Quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, ce sont des entreprises où les salariés sont moins bien payés, ont des conditions de travail qui sont beaucoup moins bonnes, et des entreprises qui, en fait, vendent moins cher parce qu'elles importent tout, et en particulier des produits de Chine de mauvaise qualité. Et moi, je dis simplement que les catégories populaires, les gens qui aujourd'hui ont du mal à finir leur fin de mois, quand elles vont dans ces boutiques pour acheter des produits de mauvaise qualité, apparemment moins chers, eh bien, elles ne défendent pas leur pouvoir d'achat parce que c'est des produits qui vont tomber en panne très vite. On a entendu Robert Rochefort comme Yves Cochet, si j'ai bien compris, là-dessus vous êtes tout Là-dessus, à on fait est d'accord. D'accord, Oui, c'est pas pour toujours, défendre le fabriqué français et les jouets en bois, vous êtes d'accord. Mais il nous reste 10 minutes dans cette émission et c'est maintenant l'heure des questions d'actualité. Et la règle de ces questions d'actualité, ce sont des questions brèves et des réponses si possible brèves. Et première question de Gilles Leclerc de Public Sénat. Oui, ce matin, l'actualité vient d'Afghanistan, avec 4 soldats français qui sont morts, victimes, apparemment de l'armée afghane, avec probablement une personne qui était infiltrée, et plusieurs blessés. Nicolas Sarkozy semble souhaiter peut-être un retour anticipé, l'un et l'autre. Quelle est votre réaction et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que les soldats français rentrent? Oui, il faut évidemment que les soldats français rentrent. Est-ce qu'il
est-ce qu'il faut, comment dire, anticiper par rapport au drame qui s'est passé? Honnêtement, je ne suis pas compétent pour vous le dire et je ne suis pas sûr, en tout cas, que ce soit par une sorte de réaction du tac au tac comme cela que l'on règle cette question. Mais oui, il faut que les soldats français rentrent. Yves Cochet. Oui, il y a eu plusieurs débats à l'Assemblée nationale, puisque malheureusement, on n'est pas tout à fait dans un régime parlementaire comme par exemple aux États-Unis, où finalement les représentants du peuple ne font pas la politique étrangère. Oui, nous pensons bien sûr qu'il faut partir d'Afghanistan. On n'aurait d'ailleurs jamais dû y aller. Il faut le plus vite possible de manière opérationnelle, mais raisonnable. Luc Bronner. Robert Rochefort, vous avez évoqué tout à l'heure la hausse de l'impôt sur le revenu proposée par François Bayrou. Vous n'avez pas parlé de la hausse de la TVA annoncée par François Bayrou de l'ordre de 2%. Est-ce vraiment une mesure juste par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'équilibre des dépenses et des recettes publiques? En fait, notre problème, c'est que nous savons tous que la TVA risque d'être inflationniste et qu'à cet égard, elle peut présenter une caractéristique antisociale. En même temps, pour rétablir les finances publiques, il faudra des ressources nouvelles. Ces ressources nouvelles, il faudra probablement les prendre un peu sur la CSG, sur l'impôt sur le revenu, en augmentant les tranches dont j'ai parlé, et la TVA aussi, qui présente un avantage, qui est que, d'abord, ça s'applique aux productions également qui viennent, j'allais dire, d'ailleurs et qui sont importées. Et puis, nous pensons qu'une hausse limitée à 2% peut ne pas avoir d'effet inflationniste. Une hausse limitée à 2% parce sur tous les qu'il taux de TVA, y compris sur l'alimentaire, oui. sur tous les niveaux de TVA aujourd'hui. aujourd'hui. Pas sur celui de 5,5%. Non, pas sur celui de 5,5%, ni même sur celui de 2% réservé à la presse. Mais il faut bien comprendre que quand aujourd'hui vous achetez un iPhone, le prix du produit, c'est quelques dizaines d'euros et ça vous est facturé quelques centaines d'euros. Quand vous achetez une paire de chaussures Reebok, la chaussure, elle coûte 4 ou 5 euros en fabrication, elle vous est vendue 100 euros. Autrement dit, quand la hausse est de cet ordre-là, dans une situation où c'est le marketing qui fait les prix, nous pensons qu'effectivement, ça peut ne pas se traduire par de l'inflation et c'est pour ça qu'on pense qu'on peut tout de même augmenter de 2 points. Autre question pour vous, Yves Cochet. Cette proposition de bloquer le prix de l'essence, proposition de François Hollande, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes pour ou contre? Contre, nous pensons que c'est un double mauvais message. D'abord un mauvais message aux consommateurs qui dit si le prix de l'essence est bloqué, et même avec ce qu'on appelle disons la TIPP flottante, c'est-à-dire quand ça monte le prix du baril, on baisse la TIPP, quand ça redescend en principe on la remonte. Ça a été tenté par M. Fabius il y a une dizaine d'années. C'est assez compliqué, je vais dire une usine à gaz, disons c'est des hydrocarbures, non, ça ne marche pas. Et deuxième raison, c'est un mauvais message évidemment aux producteurs et aux exportateurs de pétrole qui disent de toute façon on peut augmenter le prix du baril de brut. De toute façon, c'est les contribuables qui vont payer et les consommateurs français vont pouvoir toujours continuer à rouler, à faire des camions, des poids lourds et de l'avion. Donc non, ça c'est pas bon du tout. Par contre, ce qui est bon, et je crois que M. Hollande est encore d'accord avec ça, à vérifier, c'est une réforme de la fiscalité. Vous disiez l'IRPP et la CSG, il faut fusionner l'IRPP et la CSG et rendre ça la chose. Parce que la CSG, pour le moment, est proportionnelle. Il faut la rendre progressive. Voilà une vraie révolution fiscale qui est très bien décrite par Thomas Piketty de l'économie de Paris. Gilles Leclerc de Public Sénat. Yves Cochet, toujours, est-ce que vous soutenez les militants de Greenpeace qui s'étaient introduits dans le site nucléaire de Nogent-sur-Seine? La réquisition d'aujourd'hui, c'est plusieurs mois de prison avec sursis. Vous les défendez ou pas? Oui, on les défend beaucoup. On pense qu'ils ont fait œuvre, disons, d'utilité publique. C'est une sorte de droit d'alerte. Lorsque vraiment, c'est comme pour les OGM, on sent qu'il y a quelque chose qui touche au plus profond de notre sécurité, eh bien, il faut, de manière citoyenne et de manière parcimonieuse, en effet, pouvoir le faire. C'est ce qu'ils l'ont fait, toujours de manière non violente. Moi, je défends complètement les faucheurs de... Pour nous, la priorité absolue par rapport au nucléaire, c'est d'être réaliste par rapport à la sécurité. Donc tout ce qui est de nature à mettre en évidence qu'une sécurité n'est pas parfaite est très important. Donc c'est pour ça. Non, je soutiens pas ces militants. Néanmoins, je pense que la peine doit être plutôt de nature symbolique que de nature effective. La peine qui a été demandée, c'est donc, on le disait, la 4 à 6 mois de prison avec sursis. C'est la peine qui a été demandée. Ça vous paraît logique, vous, Robert Rochefort, comme type de peine, et vous? Écoutez, vous savez, je suis pas sûr que nous ayons, nous, en tant que responsables politiques, à dire quel doit être le niveau de la peine. En tout état de cause, que ce soit quelque chose qui soit de nature symbolique, me semble justifié. Là, on est sur quelque chose qui, à mon avis, est un petit peu au-dessus du seuil symbolique.
Pour vous, Yves Cochet? Oui, bien sûr, et je crois qu'il ne faut pas de peine. L'invocation qui a été faite par ces militants, d'abord c'est la démonstration que la sécurité nucléaire en France, elle est nulle, et deuxièmement c'est ce qu'on peut appeler l'état de nécessité, c'est-à-dire vraiment un citoyen qui a un devoir de réserve par rapport à des dangers qui sont immenses, comme on l'a vu avec Fukushima. Nouvelle question de Luc Bronner du Monde. Question pour tous les deux. Si Marine Le Pen ne devait pas arriver à obtenir ses 500 signatures et donc ne pas être candidate au premier tour de l'élection présidentielle, ça serait pour vous un déni de démocratie? Pour moi, ce ne serait pas logique, ce ne serait pas normal. Elle représente un courant dans l'opinion française et donc il me semble logique que les Français qui se retrouvent dans ce courant, et je regrette qu'il y en ait, semble-t-il, avec les sondages, un nombre important. Néanmoins, si vous vouliez, et vous savez pas la question que vous avez posée, mais si vous vouliez me demander si moi, j'acceptais de donner ma signature à Marine Le Pen, juste comme ça, parce qu'il faudrait tout de même lui permettre d'avoir ses 500 signatures, je vous réponds tout de suite non. Yves Pareil. Cochet. Pareil, bon, il y a, hélas, une sorte d'opinion en faveur du Front National et de Marine Le Pen. Je pense que d'ailleurs, elle le dramatise et qu'elle les aura, comme son père les a toujours eus. Mais évidemment, je combats complètement l'idée du Front National. Robert Rochefort. Un pays uni, rien ne lui résiste. C'est bien le slogan de François Bayrou. Oui, C'est un slogan qui a des, oui, c'est un slogan qui a quand même quelques accents, allez, on va dire un peu nationaliste. Est-ce que François Bayrou ne va pas finalement, et pour prolonger la question précédente, est-ce que François Bayrou ne va pas un peu sur les terres qui sont labourées habituellement par le Front National? Ce que ce slogan de campagne veut dire, c'est que la crise est tellement vive qu'on n'y arrivera pas en faisant un camp contre l'autre. Tout à l'heure, on a parlé de l'Allemagne. On pourrait parler de ce qui se passe dans d'autres pays européens. Lorsque l'Allemagne a fait un certain nombre de réformes il y a quelques années, elle l'a fait avec la grande coalition qui a permis que le SPD et la CDU-CSU s'allient sur des propositions réalistes. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, nous proposons également que dans le monde du travail, on arrête cette lutte des classes et qu'on soit dans l'idée qu'on sortira des problèmes de modernisation dans les rapports dans les entreprises qu'en faisant quelque chose qui d'ailleurs en Allemagne s'appelle de la cogestion et qui est pas si mal que ça entre salariés et patrons. Alors entre salariés et patrons, entre gens raisonnables de centre droit et gens raisonnables de centre gauche, et puis un certain nombre d'écologistes évidemment. Non, mais quelque chose qui est ce qu'on appelle une majorité centrale. Nous pensons que c'est comme ça que ça doit se faire. Et évidemment, ce que ce slogan met en évidence, c'est cette notion d'unité qui me semble aujourd'hui fondamentale, et de pays également. C'est-à-dire, voilà, c'est pas une logique de fractionnement entre des groupes qui s'opposent les uns aux autres, mais qui se rassemblent. Yves Cochet, l'union face à la crise, c'est complètement farfelu. Mais non, c'est ce que nous avons fait avec le Parti Socialiste. Nous avons une candidature, nous avons un projet qui n'est pas le même que celui de François Hollande et du PS. Et pourtant, on a bien dit, de manière publique, aux électeurs, eh bien entendu, nous gouvernerons ensemble, nous serons dans la même majorité qu'on espère voir changer dans quelques mois. Vous avez une candidature, vous avez une candidate, Eva Joly. Votre avis sur Eva Joly et sa campagne? Elle a des difficultés qui sont de deux ordres. D'abord, elle est mal entendue, peu entendue, parce que je crois que c'est une candidature trop ambitieuse. C'est une femme droite, intègre, audacieuse, courageuse, persévérante. Et on a l'impression que depuis Giscard, Mitterrand, Chirac et Sarkozy, eh bien, d'une certaine manière, quand on est un roublard, c'est un bon président de la République. Non, nous voulons rétablir le fait qu'il y ait moins de corruption, moins de paradis fiscaux et moins d'affaires. Or, il y en a beaucoup des affaires, à gauche comme à droite, surtout à droite. Donc ça, c'est le point de vue. Pour le moment, ça n'est pas entendu. La vertu ne paye pas. Nous pensons qu'elle va payer. La deuxième chose, c'est que, effectivement, notre programme est assez audacieux, mais heureusement, nous avons encore une fois cette capacité d'avoir fait un accord avec le Parti Socialiste. Donc, contrairement à M. Bayrou, qui encore hier soir à Dunkerque disait « Moi, je ne sais pas, à droite, à gauche, enfin l'UMP, le PS », nous avons des partenaires. Et nous savons que nous avons déjà une majorité possible dans 3 mois. Elle doit parler plus d'écologie, Eva Joly. Oui, je crois que sa campagne n'est pas assez écolo. Et elle doit. C'est pas une question de thématique, parler uniquement d'environnement. C'est une question de point de vue. C'est une question d'angle, comme on dit chez les journalistes. Luc Bronner. On parle beaucoup d'affaires en ce moment, y compris d'affaires mettant en cause les services de renseignement, mettant en cause aussi des espionnages de journalistes. Comment François Bayrou compte remettre en place une République irréprochable? C'est très simple. Il considère que le jour même de son élection, si les Français lui font confiance, il mettra tous les pare-feux, toutes les murailles de Chine possibles et inimaginables contre ce type de pratique. Et je dirais que
Malheureusement, les affaires des années récentes ont montré que ça pouvait toucher l'un ou l'autre des camps, même si actuellement c'est évidemment la droite qui est au pouvoir. En ce qui concerne François Bayrou, dont Yves Cochet a dit avec un peu de polémique politicienne qu'il s'amusait à ne pas savoir s'il était... On ne sait pas ce qu'il va faire au second tour. On ne sait pas. Mais si, il va voter pour lui au second tour. Je vous incite à faire de même. En tout cas, voilà, ça c'est très clair. Et en tout cas, on ne peut pas reprocher, je crois, à François Bayrou et à son entourage d'avoir été concerné par la moindre des difficultés ou des allusions qui ont concerné les années passées. Vous pensez que François Bayrou a une chance raisonnable de figurer au second tour? Tel que vous posez la question, la réponse est évidemment oui. D'ailleurs, aujourd'hui, tous les analystes politiques le disent. C'est en train de se passer, je suis désolé pour Eva Joly, mais on voit bien que là, il y a quatre concurrents pour vraiment l'élection. Bon, on va espérer que Marine Le Pen ne sera pas en finale, et même si elle était en finale, nous savons très bien qu'elle ne serait pas élue. Il en reste 3. Il y a 2 candidats, j'allais dire, du système traditionnel, le PS, l'UMP. Et puis, il y a François Bayrou qui est là. Moi, je dis parfois comme ça, François Bayrou, c'est le candidat du courage d'une petite transgression, mais qui est raisonnable, qui consiste à dire, il faut voir les problèmes autrement. Et donc oui, à votre question, c'est clair. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il sera forcément élu. En tout cas, si je vous dis que oui, c'est tout à fait possible et que c'est même... pour l'instant, le chemin sur lequel on semble progresser. Une petite transgression raisonnable. Oui. Voilà, ce sera le mot de la fin. Le mot de la fin. Merci à tous les deux et à la semaine prochaine pour un nouveau débat de la présidentielle.